Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur le stress et la colère, plus précisément le lien qui existe entre le stress et la colère. On va expliquer ça avec les différentes phases de la colère, qui est quelque chose d'assez peu connu avec cette lecture psychosomatique et cette approche du système nerveux autonome. D'accord ? Donc on va d'abord parler un tout petit peu du système nerveux autonome, toujours comme introduction pour bien comprendre la suite, et ensuite des différentes phases de la colère. Okay ? Alors, comme on l'a déjà expliqué dans une précédente vidéo, ce qui gère le cerveau et le corps de façon inconsciente à chaque instant de notre vie, c'est notre système nerveux autonome. C'est lui qui régule tout ce qui se passe dans le corps, tous les mécanismes biologiques, le battement du cœur, la respiration, la transpiration, la digestion, le tonus musculaire, tout ça, ça se fait de façon automatique sans qu'on ait rien à faire. C'est le système nerveux autonome qui fait ça. Et ce système nerveux autonome, il a deux grandes parties. Le système sympathique et le système parasympathique. Ils fonctionnent tout le temps en collaboration, mais parfois on est plus sous l'action du sympathique, parfois plus sous l'action du parasympathique. En fait, le sympathique, c'est celui qui va être actif à chaque moment où il faut faire quelque chose justement de l'ordre d'une action, d'être dans l'action, d'avoir de l'énergie, etc. Et c'est aussi lui qui va réagir quand on va tout simplement faire face à un stress. A l'inverse, le parasympathique, surtout avec le nerf vague, mais tout le système parasympathique de façon générale, c'est celui qui va être aux commandes quand on va relâcher le stress, quand on va être à un moment propice au repos, à la récupération, à la digestion, etc. D'accord ? Donc c'est vraiment tantôt l'un, tantôt l'autre qui est majoritaire. Je reprends ce petit schéma qu'on avait déjà fait dans d'autres vidéos. Donc en temps normal, ce système sympathique et parasympathique fonctionne donc sur une alternance, vous voyez, comme une vague qui monte et qui descend, comme une sinusoïdale. Tantôt on est plus sous l'action du sympathique, on a de l'énergie, on est en forme. Tantôt plutôt sous l'action du parasympathique, on est fatigué, on se repose, on digère. La journée plutôt sur le sympathique, la nuit plutôt sur le parasympathique. Quand il y a un stress, on est plus sous l'action du sympathique, et quand on relâche ce stress, on est plus sous l'action du parasympathique. Donc ici, ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans la nature, quand on fait face à un danger, ça va être un système d'alerte qui va se mettre en place. C'est le système sympathique qui va prendre les commandes, qui va prendre le dessus pour nous faire réagir à ce stress. D'accord ? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel ou un danger virtuel. Okay ? Dans la nature, un danger réel, évidemment, ce serait un prédateur ou des conditions climatiques extrêmes, ou un danger qui m'arrive dessus, une agression, peu importe, de quelqu'un d'autre, etc. Mais le cerveau, en fait, va aussi associer à ça tous les dangers virtuels. Okay ? C'est-à-dire, par exemple, les disputes avec quelqu'un, les divorces, les licenciements, tout ce qui me tombe dessus, face auquel je ne sais pas réagir facilement et que je considère comme étant un danger. Où mon cerveau se dit attention, alerte, danger. Okay ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va activer donc ce système nerveux autonome sympathique, et il va nous inciter à réagir à ce stress, à ce danger. Et pour ça, il y a trois façons. Il y a trois modes de réaction possibles. La première, c'est la fuite. On va essayer de fuir le danger. Okay ? L'animal, il va essayer de fuir. Nous aussi, on va essayer d'abord, dans un premier temps, d'éviter le danger. Okay ? La deuxième réaction, c'est ce qu'on appelle en anglais le freeze. C'est-à-dire, on se bloque. On ne sait pas quoi faire, entre guillemets l'animal fait le mort, nous on reste sur place, on est dans une inhibition de l'action, comme disait Laborie, donc on est complètement bloqué, on attend que le danger passe. Et la troisième réaction, ce qu'on appelle en anglais le fight, c'est l'attaque. Okay ? Je le mets en anglais parce que c'est ce qu'on appelle les 3 F, c'est plus facile à retenir. Face à un danger, qu'il soit réel ou virtuel, mon cerveau va s'adapter pour réagir à ce stress, à ce danger, avec un de ces 3 modes. La fuite, l'attaque ou le figement. On peut mettre aussi figement en français. Freeze, c'est je me bloque complètement, je me fige sur place. Ok, ça c'est donc la généralité. Maintenant, spécifiquement, qu'est-ce qui se passe avec la colère ? En fait, quand par exemple quelqu'un vous énerve, le comportement de quelqu'un à l'extérieur vous irrite, vous agace, ou bien une situation, quelque chose qui se passe dans le monde, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, etc. En fait, le cerveau à ce moment-là, ça lui rappelle une peur et une impuissance du passé.
comme s'il était face à un danger en fait. Okay, par exemple, un enfant qui crie, un enfant qui râle, votre conjoint qui se plaint, qui critique, okay, un patient qui s'énerve ou qui râle, quelque chose qui se passe que vous ressentez terriblement injuste, etc. Tout ça pour votre cerveau, ça lui rappelle des situations de votre enfance, du passé ou bien instinctives dans votre cerveau au niveau du système limbique. Okay, et donc le cerveau s'est dit « Ouh, attention, danger ». Il va se mettre sur le système d'alerte. Okay, et là, ça va être la première phase du stress. C'est-à-dire que vous allez commencer à entrer dans le système sympathique qui va se mettre en alerte plus. Ça va commencer à monter plus que d'habitude. D'accord? Je vais juste effacer un peu ça pour voir un petit peu la suite. Hop, sympathique. Ok, donc on est à peu près ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et bien justement, au niveau hormonal, ça va être un petit peu excité par le système sympathique. Donc on va avoir en fait un shoot d'adrénaline et de noradrénaline, d'accord, qui va mettre en activation le corps. Il va se dire, oh attention, qu'est-ce qui se passe? Le cœur va battre plus vite, plus fort, on peut se sentir tendu, crispé dans le corps, on peut ressentir un bouillonnement dans le ventre, comme une constriction au niveau intestinal, etc. Les jambes qui se crispent, qui sont tendues. On sent qu'à un moment donné, la colère monte, comme on dit. On est en fait dans cette première phase de la colère. Je vais l'appeler première phase ici. Hop. Ok. Donc là, c'est important en fait de se rendre compte que on peut encore réagir dans cette phase-là. Le cerveau n'a pas encore complètement déconnecté, il n'est pas encore complètement sur le système limbique et archaïque reptilien. Il y a encore un petit peu le néocortex qui lui permet de réagir et de réfléchir un petit peu. Donc là, c'est le moment en fait où vous dites, ok, j'observe que je ne suis pas bien, je me sens énervé dans mon corps, au niveau émotionnel. Je me calme, je prends de la distance avec ce qui m'énerve, je respire, je trouve des ressources pour apaiser tout ça. Et si tout va bien, avec un peu de chance, je redescends tranquillement à mon niveau normal, entre guillemets, au niveau du tonus du système nerveux autonome. D'accord? Donc ça, c'est la première phase. Par contre, si jamais ça continue, vous n'avez pas apaisé, vous n'êtes pas à l'écoute en fait, la plupart du temps, on n'est pas à l'écoute de ces sensations et de ces émotions, et que ce stress continue de monter, okay, la situation perdure, et bien à un moment donné, vous allez atteindre un seuil de mise à feu. C'est-à-dire un seuil où à un moment donné, ce n'est plus le néocortex qui réagit, qui réfléchit, c'est le système limbique et le tronc cérébral. Et donc là, vous allez rentrer dans la phase 2 de la colère, où à un moment donné, vous êtes complètement en freeze, vous êtes complètement en alerte au niveau du système nerveux autonome. Okay, et en fait, à ce moment-là, ça va être un mélange de freeze et de fight. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cerveau il va soit se bloquer, mais intérieurement, il se sent complètement en danger, soit il va passer sur un mode d'attaque. Okay, et ça dépend en fait un petit peu des comportements et de l'expérience de vie de chacun, qui va faire qu'on va soit être en fait dans une colère rentrée, okay, contenue, avec par exemple des tensions au niveau du trapèze, au niveau des mâchoires, on sent que ça bouillonne à l'intérieur, mais on ne dit rien, on contient tout. Ou alors une colère extériorisée, mais on va dire verbalement, par exemple on va crier, on va taper la porte, claquer la porte, partir, etc. Ou alors aller jusqu'à un comportement agressif, violent. C'est la même chose, c'est juste qu'on est plus sur un mode d'attaque encore et plus fort. Le cerveau est encore plus déconnecté. D'accord ? Donc l'agressivité et la violence, c'est en fait le stade extrême ultime de la colère. Okay, donc ici, on est dans cette deuxième phase. Là, le cerveau a complètement déconnecté. Il est vraiment sous l'action du tronc cérébral, il y a un petit peu du système limbique. Okay, là, le but, justement, ce n'est pas de raisonner, ce n'est pas d'essayer de calmer l'autre en lui faisant comprendre qu'il a tort, en essayant de montrer qu'on a raison, Ce n'est pas la peine de raisonner à ce moment-là, parce que le néocortex, il est déconnecté, chez moi ou chez l'autre, à ce moment-là. D'accord ? Ce qu'il faut, c'est justement, vu qu'on est en proie au système nerveux autonome, sympathique, il faut lui parler de son langage. Donc il faut faire quelque chose qui l'apaise lui. Prendre de la distance, encore une fois. Par exemple, aller faire du sport, courir, des exercices physiques, qui va aider le système sympathique à redescendre ensuite. Okay, on peut aller prendre une douche froide, une douche très chaude, et puis voilà, qui va nous apaiser. Si c'est un enfant qui fait une crise de colère, on peut juste le contenir, le prendre dans nos bras et le rassurer, ou voilà, lui permettre d'exprimer sa colère dans les limites du raisonnable, etc. Donc là, en fait, on accompagne, on accueille, mais surtout, on essaye de rester au niveau du système nerveux autonome, d'observer les sensations, les émotions, et de surtout les permettre qu'elles sortent. D'accord ? Ça, c'est la deuxième phase. Ensuite, il y a un moment donné où j'arrive à m'apaiser,
ça arrive à redescendre. Et donc, on va basculer dans ce qu'on appelle la deuxième phase de la colère, la troisième phase pardon, de la colère, qui est en fait une phase où le système nerveux autonome se calme, le sympathique se calme, le parasympathique va reprendre le dessus, okay, le danger est passé, et donc le cerveau va se dire ok, je peux réparer, je peux récupérer. Éventuellement, je peux m'être fatigué si la colère a été forte, le corps va réparer, le système nerveux autonome va se mettre en mode récupération. Là, le néocortex se reconnecte de nouveau. C'est le moment où on peut chercher à comprendre ce qui s'est passé, faire des liens avec son passé. Comme je vous l'ai expliqué, souvent le cerveau revit une situation du passé. On va préciser un petit peu lesquelles après. Donc il s'est senti en danger. Donc là, après coup, vous pouvez dire ok, ah ouais, je me suis énervé là-dessus, ça m'a rappelé ça, ok, etc., etc. Pareil, si vous accompagnez des patients qui ont beaucoup d'agressivité, de colère en eux, essayez après de faire les liens avec justement qu'est-ce que ça leur rappelle du passé, qu'est-ce qui a déclenché cette colère, pourquoi ils n'ont pas su réagir, pourquoi ils se sont sentis impuissants, etc., etc. Ça permet de comprendre. On peut éventuellement aller s'excuser envers l'autre, auprès de l'autre si jamais on est allé trop loin. On peut discuter à ce moment-là avec l'autre. Okay ? Donc les trois phases de la colère, très important et très intéressant. Ici, pendant cette deuxième phase aussi, on peut avoir ce qu'on appelle une petite crise épileptoïde, c'est-à-dire un soubresaut du système nerveux autonome quelques heures après le relâchement. Et en fait, c'est ce qui explique par exemple les terreurs nocturnes chez l'enfant qui a vécu un gros stress dans la journée avec des grosses colères, des choses qu'il n'a pas réussi à accepter. Et en fait, quand il va relâcher au milieu de la nuit, entre minuit et 3 heures par exemple, ben, il va y avoir ce soubresaut qui va faire qu'il revit tout simplement ça pendant un certain temps, ça peut être un quart d'heure, une demi-heure, un peu plus. Et donc là, on n'arrive pas trop à le calmer, en fait, il est de nouveau sur ce mode freeze du système nerveux autonome. Vous pouvez faire ce que vous voulez, à ce moment-là, ça ne l'apaise pas, parce que tout simplement, en plus, il est en train de dormir, donc son niveau de conscience n'est pas là, et donc il est en train de revivre ça. D'accord ? Donc, très intéressant de voir où est-ce que j'en suis dans la colère. Est-ce que mon néocortex est un peu déconnecté, complètement déconnecté, ou bien reconnecté? Pareil chez l'autre, si je vois qu'à ce moment-là, il est complètement énervé, ce n'est pas la peine d'aller discuter, il est dans cette phase 2, il faut que ça redescende. D'accord ? Donc, première phase, ça émerge, mais on arrive encore à calmer. Deuxième phase, on est déconnecté. Troisième phase, on se reconnecte et on s'apaise. Et on va voir spécifiquement un petit peu qu'est-ce qui va déclencher, quel type d'émotion, quel type de stress plus spécifiquement va déclencher la colère. Si j'arrive à effacer le tableau. Tac. Hop. Il n'est pas mis assez d'eau. Bon, on va faire avec. Hop. En fait, la plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer? Pour résumer, en gros, la colère, c'est vraiment une manifestation de la réponse d'attaque du système nerveux autonome face à une situation de stress où on se sent impuissant. D'accord? C'est vraiment une réponse d'attaque quand il n'y a pas de solution possible. Il faut imaginer ça, en fait, pour faire l'analogie toujours avec la psychosomatique et le monde animal et le cerveau archaïque, que c'est comme si votre territoire était tellement en danger qu'il fallait basculer sur un mode adaptatif qui n'est pas vraiment vous, mais qui vous donne un maximum de chances de dépasser le problème. Okay, en temps normal, vous fonctionnez comme ça n'a pas marché. Là, ça a trop duré. Bam, il faut sortir de votre fonctionnement pour trouver une autre solution. Okay, et donc, en fait, les émotions qui sont derrière, 9 fois sur 10, c'est les suivantes. C'est un ressenti de ne pas trouver sa place. Okay, de ne pas se sentir respecté. Par exemple, dans ma vie professionnelle, je fais de mon mieux et malgré tout, on me parle mal. Okay, je n'ai pas ma place, je ne suis pas respecté pour ce que je fais, pour qui je suis au travail. À la maison, je fais de mon mieux pour gérer la maison et les enfants, mais on me parle mal ou on ne respecte pas ce que je demande. Je ne me sens pas respecté dans mon rôle de parent. En tant que thérapeute, par exemple, pareil, je me décarcasse pour trouver des meilleures solutions et le patient, en ayant en face, ne fait pas ce qu'il faut pour aider aussi, ou bien n'a pas la reconnaissance que j'aimerais en face. Je ne me sens pas respecté, je n'ai pas ma place de thérapeute à ce moment-là qui est reconnue. Pas exister comme je suis, comme je voudrais exister. Okay, ça, c'est vraiment le premier truc qui va être réveillé dans la colère. Et la deuxième chose, c'est l'injustice
voire l'humiliation. Vous avez déjà tous entendu qu'un enfant en cours de récré s'est énervé parce qu'on l'a insulté. Et en fait, typiquement, quand on vient toucher sur ces boutons-là, on se sent victime d'injustice, on se sent humilié, sali, etc. etc. C'est comme si c'était une atteinte directe à qui on est. Le cerveau se sent vraiment à ce moment-là menacé, en danger. En tant qu'enfant, on peut comprendre. En tant qu'adulte, il faut en fait prendre cette responsabilité, par ce recul de dire « Ok, je suis responsable de prendre ce qu'on me dit, ce qu'on me fait contre moi. » Okay, ça, c'est important aussi de transmettre aux patients. On est 100% responsable de nos émotions et de la façon dont on vit ce qu'on nous dit. Si on me dit « t'es méchant », c'est à moi de le croire ou non. Okay, donc c'est très souvent un mélange de « je ne me sens pas respecté, je n'ai pas ma place », je trouve ça terriblement injuste, je fais tout ce que je peux, je fais de mon mieux, on me tombe quand même dessus sur le petit truc que j'ai pas fait, là ça me met en rogne. Et je me sens pas respecté, je me sens humilié, je me sens sali, je me sens... Voilà, ça me touche dans qui je suis. Quand il y a ça ensemble, là, très rapidement, bam, ça déclenche la colère, qui peut être très forte, donc soit de colère physique, verbale, donc agressivité, violence, etc. Donc, quand vous, un patient, vivez des comportements comme ça, ou un proche de colère, etc., essayez de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, en quoi il ne s'est pas senti respecté, avoir sa place, en quoi il a ressenti de l'injustice et de l'humiliation. Soit en temps à l'instant T, soit en rappel de situations inconscientes du passé. D'accord ? Par exemple, en tant que parent, je vis ça avec mes enfants, ça me rappelle ce que j'ai vécu en tant qu'enfant. Avec un patient, je vis ça, ça me rappelle, ou le patient vit ça, ça me rappelle ce que j'ai vécu dans ma vie. Au niveau du travail, je vis ça, ça peut me rappeler des choses que j'ai vécues à l'école petit, etc., etc. Le cerveau, il va extrêmement vite pour faire des liens. Le système nerveux autonome fonctionne à la vitesse de la lumière, à la vitesse de l'éclair. Il fait des liens, il ouvre des tiroirs, il se dit « Ok, ça me rappelle ça, danger, alerte, bam, manifestation d'attaque pour faire face à cette situation où mon territoire est en danger, je me sens impuissant face à ce stress. » Okay ? Donc, voilà l'explication de la colère avec le lien avec le stress, le système nerveux autonome et les causes émotionnelles majeures. Et donc, la dernière chose qu'on peut dire, c'est que le cerveau, en fait, si dans le passé, il a vécu plusieurs situations de cet ordre-là, et qu'il a réagi sous forme de colère, et que ça l'a plus ou moins aidé à un moment donné, ça devient tout simplement ce qu'on appelle une stratégie de vie ou comportementale automatique. C'est-à-dire que le cerveau il va faire un lien des synapses directes entre, par exemple, pas ma place, pas respectée, colère. Bam. Il fait un lien direct. Il ne voit pas d'autre solution, d'autre issue à ce moment-là. C'est ça, c'est son mode réactif, c'est son comportement qu'il va adopter. Donc si on se met souvent en colère, hein, ou un proche, ou que vous aidez quelqu'un à accompagner, vous accompagnez quelqu'un à l'aider à faire face à sa colère, à son comportement agressif ou violent, essayez de voir pourquoi il a programmé cette stratégie en place dans le passé, et ensuite pour essayer de la déprogrammer. Donc ça, c'est un peu plus des techniques de coaching ou d'aller justement libérer les émotions du passé pour que le cerveau puisse se dire « Waouh, le danger n'existe plus, je peux réagir autrement. » Okay, donc il faut déprogrammer cette habitude-là pour en créer une nouvelle. Voilà. Mais la première étape, c'est vraiment ça, c'est de comprendre, voir comment je fonctionne, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et puis ensuite au moins d'avoir cette lecture sur moi-même pour observer dans quelle phase je suis et savoir « Ok, là il s'est passé ça. » En phase active, j'apaise mes émotions et mes sensations. Ensuite, je m'excuse ou je m'explique, je fais des liens, etc. Okay. Voilà pour ce qui est donc l'explication de la colère avec le stress. Je vous dis à bientôt.